Bonjour à vous. Aujourd'hui, ma vidéo, elle va peut-être être plus longue que les précédentes. Alors, si ça vous tente de l'écouter jusqu'au bout, euh, n'hésitez pas à l'arrêter de temps en temps ou encore à aller vous chercher un petit café ou un thé pour que ça ne soit pas juste une présentation comme ça et peut-être faire en sorte que vous puissiez même vous arrêter de temps en temps puis réfléchir à mon partage. Je commence tout de suite par la description de ce qui a attiré mon attention ces temps-ci, avec l'idée qu'il y a deux mouvements qui avancent. Un mouvement qui peut peut-être vous décourager ou vous mettre en colère, puis un autre mouvement qui vous donne l'espoir et qui vous donne envie d'être dans l'action. Alors, je commence avec le premier. J'ai vu passer un titre « Renforcement de la préparation et de la riposte de l'OMS face aux urgences sanitaires ». Je vous explique ma réflexion derrière ce grand titre-là. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. L'OMS a parti le bal suite à l'annonce de pandémie. Il y a des pays qui ont embarqué dans les mesures dites sanitaires qui étaient proposées par l'OMS. Mais là, il y a une loi avec l'accord de différents pays, une loi internationale qui officialise le fait que l'OMS serait l'instance qui déciderait pour les pays de ce qu'on fait quand il y a une pandémie. J'ai déjà parlé de ce que j'ai observé comme stratégie qui a été utilisée pour arriver à cet accord-là. On a commencé par suivre les recommandations de l'OMS. Ensuite, l'OMS a contredit les mesures qu'elle avait suggérées, comme le confinement, par exemple. Dans ma tête, c'était étrange. Je me suis dit, ah tiens, ce qui semble être derrière ça, c'est qu'on veut discréditer les gouvernements nationaux pour justifier une gouvernance mondiale à travers, par exemple, l'OMS, donc des gens qui ne sont pas élus, qui prendraient des décisions pour les pays. On voit passer ces temps-ci aussi beaucoup d'informations au sujet de la guerre en Ukraine. Vous savez probablement que cette guerre, elle dure depuis 8 ans, que le président de l'Ukraine est un comédien. Ce n'est pas un jeu de mots, là, c'est un vrai comédien comme Justin Trudeau est quelqu'un du domaine du théâtre. Et la réflexion qu'on peut avoir avec cette guerre et les précédentes, c'est que ce ne sont pas les gens qui veulent se battre. Ce n'est pas les Ukrainiens contre leurs cousins russes qui veulent se battre. C'est des intérêts politiques, quand il est question de l'OTAN contre la Russie, ou économiques, quand on pense aux guerres au Moyen-Orient. Et si vous demandez aux gens qui vous entourent, est-ce que toi, tu aimes la guerre? Est-ce que tu veux aller à la guerre? Et non, la réponse de la grande majorité des gens, c'est non. La population ne veut pas la guerre. Alors, qui décide de cette guerre? Qui envoie les gens sur les champs de bataille? Qui ordonne de lancer des bombes sur des civils? Autre thème, la variole ou la syphilis, le sida. Comment ça vous fait réagir? J'ai pensé un peu, puis je me suis dit, il y a des gens qui entendent parler de la variole et ça peut leur paraître réconfortant. Je vous dis ça comme ça. Imaginez. Parler de la variole, parler des variants, des virus, puis dire à la population, regardez, là, on est au courant, puis on vous propose un moyen efficace pour contrer cette maladie
qui est, bon, un vaccin ou encore un médicament quelconque. Parler constamment d'une nouvelle maladie, ça remet les gens dans un état d'hypnose avec un genre d'automatisme en eux, un genre de réflexion spontanée, sans bien y réfléchir, qu'il y a un danger, le gouvernement est là pour nous protéger, puis les compagnies pharmaceutiques peuvent nous offrir des solutions. Alors, c'est étonnant de réaliser ça pour une petite partie de la population, mais pour, je pense, une plus grande partie de la population, ça peut devenir blasant d'entendre, encore une fois, parler de maladie, mais vraiment l'impression qu'on est en train de construire une société basée sur le marché pharmaceutique. Donc, la variole, ce n'est pas nouveau comme les autres maladies, comme le coronavirus. Mais ça parle de cette dépendance à la pharmaceutique, piège dans lequel on est tombé socialement. Dernier sujet que je voulais aborder par rapport à ce mouvement qui peut être décourageant, c'est les fameux sondages réguliers qu'on voit passer dans les médias, puis ou encore les élections, puis les sondages qui précèdent des élections. Je ne sais pas si vous réalisez ou si vous vous questionnez sur les résultats de sondages ou les résultats d'élections par rapport à ce que vous observez, par rapport à votre propre opinion. Alors, je prends l'exemple du retrait du masque. Juste avant ce retrait, il y a eu un sondage qui laissait penser qu'une majorité des Québécois préféreraient le garder ou étaient d'accord avec le port du masque. Puis on pourrait penser ou dire la même chose sur les mesures dites sanitaires. Et puis, lorsque le retrait est arrivé, bien, vous avez partagé, pour la plupart, que la majorité des gens l'ont enlevé, leur masque. Et donc, une différence entre ce qu'on observe puis les résultats de sondage, comme en France, lorsqu'il y a eu les élections, que Macron soit rentré alors qu'il était tellement critiqué, c'est surprenant. Bon, on peut penser ce qu'on veut par rapport à ça. On peut se dire que c'est arrangé. On peut se poser la question sur les intentions qui sont derrière ces sondages, puis on peut observer l'effet. L'effet, c'est essentiellement d'influencer l'opinion publique et de faire en sorte, par exemple, que si vous avez une opinion différente, contraire à ce résultat, bien, vous allez vous taire. Puis pour ce qui est des élections, bien, ça peut influencer effectivement votre choix politique. C'est intéressant quand même de noter cet écart. Puis, ça peut nous permettre d'ouvrir les yeux, ou du moins, comme je l'ai dit, de se questionner sur la réalité versus tout ce qui est virtuel, tout ce dont on n'a pas accès directement. Alors, ce qu'on a accès directement, c'est une opinion échangée avec un ami ou c'est votre propre opinion. Mais ce qui est virtuel, c'est tous ces chiffres, ces statistiques qui circulent ou encore toutes les nouvelles qui apparaissent à la télé ou dans les journaux et vous n'êtes pas sur place pour constater. Par rapport à la guerre en Ukraine, par exemple, on voit de plus en plus des gens sur place nous dire des choses différentes de ce qui est raconté dans les journaux. D'un autre côté, dans un autre mouvement qui nous donne de l'espoir, il y a 17 000 scientifiques qui disent la vérité sur cette dite pandémie, sur les effets de l'injection. C'est quand même plusieurs personnes se rassembler. Alors, j'ai mis le lien, si ça vous intéresse, d'aller voir ou d'écouter cette déclaration assez solennelle de gens qui s'affirment
qui se prononcent sur la situation, même s'ils sont censurés ou ignorés des médias traditionnels. Il y a aussi un livre qui est sorti au Québec, aux éditions Libère. C'est un ouvrage collectif qui est intitulé « Crise sanitaire et régime sanitariste ». Très intéressant de voir que malgré les billets dans les médias financés, il y a des ouvrages qui sortent. Il y en a plusieurs en France, puis ben, c'est beau de voir que ça sort au Québec. Une autre, c'est une vidéo que j'ai mise aussi là, en lien dans la description de la vidéo, des jeunes ingénieurs agricoles qui sortent de leur formation, c'est la remise des diplômes, et ils dénoncent la tangente de leur formation par rapport à ce qu'on peut appeler l'industrie agricole qui fait du tort à la terre, un peu comme l'industrie pharmaceutique qui fait du tort à la santé. Et le choix qu'ils font, ces jeunes diplômés, de ne pas aller dans ce sens, mais de choisir de s'engager pour préserver la nature. On se rend compte donc qu'on est dans une société construite sur la dépendance à des produits pharmaceutiques, à des industries, à des produits de consommation. C'est vraiment une société qui nous enferme dans la consommation, de la production, puis il y a des personnes qui ont le courage de sortir et de parler. On réalise que les guerres ne sont pas décidées ni voulues par la population, mais par des gens qui ont des intérêts politiques, quand on pense à l'Ukraine ou à la Russie contre l'OTAN, ou des intérêts économiques, quand on pense à la guerre au Moyen-Orient. Parenthèse, on m'a fait remarquer que la Suède veut intégrer l'OTAN et ce que j'en pense, c'est que la même stratégie a été utilisée ici en Suède en faisant peur aux gens. On leur a fait à croire que la Russie, qui n'est pas très loin, pouvait envahir la Suède et que la meilleure chose à faire, c'est de se protéger en intégrant l'OTAN. Je ne sais pas si vous voyez les stratégies qui sont utilisées pour convaincre les gens d'aller dans un sens, alors qu'on peut supposer, quand on comprend bien la situation, que la Russie n'aurait pas envahi la Suède lorsqu'elle reste neutre. Bon. Donc, les guerres ne sont pas voulues par la population. Il semble y avoir une accélération de ce mouvement qui nous décourage, mais qui fait en sorte aussi que ça nous éveille, ça nous amène à nous questionner, à faire des recherches, comme on dit souvent, à voir des choses, à comprendre autrement, puis à en parler aussi. Et ce mouvement-là de dénonciation de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend, il est lent. Il n'est pas aussi rapide que l'autre mouvement qui est décourageant, mais il n'est pas arrêtable. Parce qu'à partir du moment où l'on prend conscience de comment ça marche, on n'est plus hypnotisable. Et c'est pour ça que je disais, il y a un certain temps, le nombre de personnes conscientes est grandissant et le sera toujours. Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Je ne sais pas quel âge que vous avez, mais moi, j'ai un âge qui me permet d'avoir vécu une situation qui ressemble à celle qu'on vit maintenant, voilà plusieurs années. Dans les années 70, 75, je me suis retrouvée au Central Park à New York, dans une manifestation pour la paix. Puis à ce moment-là,
il y avait tout un mouvement de jeunes hippies, granola, qui prônaient la paix plutôt que la guerre et l'amour plutôt que la haine. Et il y avait aussi une conscience de l'alimentation saine. On était granola, qu'on disait. Et même sur le plan vestimentaire, on s'habillait d'une façon qui rappelait le retour aux sources. Alors, on peut observer un genre de cycle dans lequel on revient, après 50, 100 ans, on revient à un éveil de la population. Puis, c'est des mouvements qui sont ensuite récupérés. Puis, on ressort. Alors, on peut penser que c'est un cycle, mais ce que je perçois, je ne sais pas si vous voyez, mais je perçois ça comme un cycle ascendant. Il y a quelque chose qui fait que si, quand moi j'avais 18-20 ans, si on avait the big picture, c'est-à-dire qu'on se rendait bien compte que la guerre n'était pas voulue, on ne voyait pas de façon aussi précise que maintenant tout ce qu'il y avait en dessous de ces guerres-là. Et donc, ce qu'on vit, c'est des questions qu'on se pose, des positions, des opinions qu'on présente, qu'on affirme et qui vont à l'encontre de la masse qui suit le narratif des médias et des gouvernements. Je vais partir d'un exemple pour vous expliquer quelque chose. Bon, dernièrement, au Québec, on a offert aux gens 500 $, en tout cas un montant d'argent pour compenser l'inflation, je crois, mais en tout cas, on vous offre de l'argent. Et quand je vous dis que les gens comprennent un peu plus en détail, c'est que vous avez une partie de la population qui est contente de recevoir ce montant d'argent, puis qui trouve que le gouvernement est donc généreux. Puis il y a une autre partie de la population qui réalise bien que cet argent-là, c'est leur argent. C'est de l'argent qu'ils ont, qui se redonne. C'est complètement fou, là, cette idée-là. En quoi on devrait être content que notre propre argent nous revienne pour compenser la hausse du prix de l'essence et profit qui va à des grandes compagnies ou des individus très riches. On vit une époque qui est folle, mais qui est très inspirante, je trouve. Quand on réussit à sortir de ce qui pourrait avoir pour effet de nous faire peur. Il y a un retour à nos valeurs profondes et à travers ce désir, cette affirmation de liberté, d'amour, de bienveillance, dans un monde de plus en plus individualiste, orienté vers l'argent, le matérialisme. Et il y a quelqu'un qui m'a rappelé une recherche qui avait eu lieu il y a longtemps. En même temps, vous savez, il y a eu l'étude de Milgram sur l'influence de l'autorité, mais aussi une autre recherche sur l'influence sociale. Mais il y a une recherche qui a été faite au sujet de la sécurité affective. Je vous résume ça, c'est des singes à qui on a offert deux équipements. Un équipement qui avait la forme d'un singe, mais en métal, qui nourrit avec la nourriture. Puis un autre équipement, c'est une peluche. Puis on remarquait que les singes avaient tendance à aller rapidement chercher la nourriture, mais passaient la plupart de leur temps dans la peluche, avec la peluche, pour parler de la sécurité affective. Alors, on nous a fait croire au début de cette crise que ce qui était le plus important pour les personnes âgées, c'est d'être nourries puis d'être soignées. Et que ce n'était pas si grave que ça de les couper de leurs proches. Ce n'est pas comme ça, la nature humaine. On a un tel besoin de sécurité affective qu'une personne sans ça peut se laisser mourir, peut perdre complètement le sens à sa vie. Et cette crise qu'on vit nous force à revenir vers ce qui est important pour l'humain et sortir des illusions
qui vont avec une société matérialiste. Là, on est dans une période au Québec et dans le monde où on laisse tomber les masques. Et c'est le printemps et ce sera l'été. Et on est content. Et à mon avis, on doit profiter de cette période pour se préparer. Préparer parce que à l'automne, on va retrouver une volonté des gouvernements de nous reconfiner, de nous contrôler davantage avec l'identité numérique, de nous vacciner. J'ai vu passer un commentaire vraiment très intéressant à ce sujet-là. C'est on peut envisager l'automne en se disant c'est ça qui va revenir, ou encore l'envisager en se disant qu'il va y avoir une volonté du peuple de ne plus porter de masque, ne plus être vacciné. Puis c'est vrai que nos pensées sont une projection qui peut influencer le futur. Ça, c'est prouvé en psychologie. C'est très facile à expliquer que lorsqu'on a des pensées ou des intentions, bien, on va sélectionner dans notre environnement ce qui confirme nos pensées, nos intentions. Puis les gens avec qui on va transiger vont réagir de façon inconsciente pour répondre à nos pensées ou nos attentes, par exemple. Ça s'explique facilement, mais en physique quantique, on prétend aussi qu'il y a quelque chose qui se passe dans la dimension qu'on ne voit pas, dans les interactions qu'on a avec nous, les autres, nous et l'environnement, quelque chose qui se passe de l'ordre de cette influence de nos pensées sur le futur. Pensées qui sont chargées émotivement. C'est ma conviction, là, c'est pas seulement notre mental, en fait, c'est pas notre mental, mais beaucoup plus nos intentions chargées d'une émotion, qui est souvent une émotion de joie et de gratitude. J'en ai déjà parlé, puis je pourrais y revenir éventuellement, mais là, c'est pas là-dessus que je veux m'étendre. Je reviens à l'idée de se préparer. Il y a deux façons d'agir dans la vie. Il y a une par réaction, puis l'autre en étant dans l'action. Puis pourquoi c'est important pour moi de vous en parler, c'est que jusqu'à maintenant, on a été dans la réaction. Dans cette crise, on a vu passer des mesures et certains d'entre nous ont réagi. Une réaction, si on fait le parallèle avec un jeu de société, c'est un coup en arrière qui nous permet d'avancer et de rejoindre notre adversaire. Être dans l'action, puis là, je veux vous parler de la préparation dans l'action, c'est de jouer un coup d'avance par rapport à l'adversaire. Alors pour moi, c'est important de prendre l'été et de se préparer dans l'action. Je vous dis ça en sachant que je ne crois pas que personne, ni moi, doit dire à une autre personne quoi faire. Mais je vous partage ce qui est important pour moi. Pour moi, c'est important de m'affirmer, puis de dire aux autres que je ne suis pas vaccinée. Et durant les 2 dernières années, je n'ai pas été à l'hôpital. Je n'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Il est faux de dire que dans mon cas, par exemple, un non-vacciné va surcharger le système de santé. J'entends parler des gens qui ont des maladies auto-immunes. Ça me fait réfléchir. Et j'ai envie de partager aux autres que mon système immunitaire, plutôt, fonctionne très bien. Et que je me demande si le fait de recevoir un vaccin, ça ne fragilise pas notre système immunitaire et qui pourrait expliquer pourquoi des gens vaccinés sont plus malades. Alors, je crois que cet été, je vais en profiter pour m'affirmer davantage et publiquement. Et, à mon avis, chacun d'entre nous, dans notre environnement immédiat, on peut faire la différence. Une différence qui contribue à un mouvement qui avance, un mouvement de dénonciation de ces décisions politiques qui ont été prises et qui n'ont aucun bon sens.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans d'autres domaines pour se préparer? Viser l'indépendance. Une indépendance en termes d'alimentation, par exemple. Il me semble tellement plus important de m'intéresser à l'alimentation naturelle, de faire un jardin, de participer à un jardin collectif si je ne peux pas faire de jardin moi-même, ou même d'entreprendre une action avec d'autres personnes qui viseraient à mobiliser les producteurs locaux pour m'assurer que dans l'avenir, on puisse plus travailler avec les gens qui sont près de nous pour avoir des produits qui sont frais, par exemple, et s'assurer que chaque individu, chaque famille puisse bénéficier de ce qui pousse autour de nous. Qu'est-ce que c'est aussi que j'entends par préparer, se préparer, en étant dans l'action? Je trouve ça important de dire que malgré ce que le gouvernement a dit au sujet de la manière de traiter les personnes âgées, c'était important pour moi d'aller voir, là je vais dire mes parents, mais mes parents sont décédés, malheureusement. Mais si j'avais des parents, là, je ne sais pas si c'est votre cas, je vois comment c'est important de dire que c'était bon d'aller voir mes parents, de leur offrir cette sécurité affective dont ils avaient besoin, malgré ce que le gouvernement avait dit. C'est ça, s'affirmer. De prendre soin de mes enfants, de les retirer de l'école, par exemple, parce qu'à l'école, je voyais bien qu'ils étaient malheureux. De leur offrir la possibilité d'être avec des amis, parce que c'est si important pour eux. À mon avis, la préparation, c'est aussi penser à ce qu'on fait avec notre argent. On a une petite idée de ce qui s'en vient en termes de surveillance numérique en lien avec notre portefeuille. Desjardins vous l'a démontré ces semaines-ci. Ça me donne le goût de m'asseoir avec des gens puis de réfléchir à des banques locales, par exemple. Il y a un thème qui me tient tellement à cœur qui est la réconciliation entre les personnes qui ont été non vaccinées et celles qui ont été vaccinées pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pas pour une raison de santé. Et ça, c'est une bonne gang de personnes qui, si elles se placent ensemble, si elles commencent à discuter, à partager leurs valeurs profondes, elles peuvent être responsables du point de bascule dont on parle depuis un bon bout de temps. Je suis en Suède, vous le savez. J'attends le moment où je peux retourner au Québec. Et ce moment, ce sera lorsque j'aurai un moyen d'en ressortir pour revenir puis prendre soin de ma maison ici. Mais en étant au Québec, j'ai vraiment l'intention de venir à votre rencontre, que vous soyez non vacciné ou vacciné, puis de proposer des marches, des discussions sans conflit, dans la bienveillance, dans la compassion, pour réaliser qu'on est tous pareils, on est tous des humains qui veulent être heureux, qui veulent prendre soin de ce qu'on aime. Alors, c'est tout ça pour moi, la préparation, dans l'action. Est-ce que je voulais vous dire autre chose par rapport à ça? L'indépendance, bon, peut-être une dernière chose, l'indépendance par rapport aux compagnies pharmaceutiques. Moi, c'est à la fois de m'observer, mais aussi d'aider les gens à réfléchir sur notre tendance assez naturelle à aller vers un comprimé quand on est malade, plutôt que de s'offrir les conditions pour que notre système immunitaire fasse son travail, se reposer, par exemple, réfléchir à ce qui nous fait vivre du stress. Il y a des moyens très naturels et même les médecins vous le diraient qu'avant de se jeter dans l'achat de comprimés ou d'aller subir des interventions plus agressantes pour le corps, il faut d'abord regarder la source de nos difficultés, de nos problèmes physiques.
Je passe à un autre thème. Il y a une question qui m'a vraiment intéressée depuis le tout début, c'est pourquoi il y a des gens qui semblent comprendre autrement la situation que l'explication qui est donnée dans les médias ou par les gouvernements. Et ce n'est pas à cause de caractéristiques personnelles spécifiques. C'est-à-dire que je vois bien dans des gens qui ont été vaccinés et des autres non vaccinés, je vois bien la bienveillance. C'est des gens de cœur dans les deux groupes. C'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens instruits. Ce n'est pas une question de caractéristiques personnelles. Et il y a une personne dernièrement que j'ai écoutée, je ne me souviens pas de son nom, mais c'est une personne qui est à l'écoute de messages qu'elle reçoit. De messages, on pourrait appeler ça l'intuition ou l'instinct. Un message qui n'est pas verbal nécessairement. Et il y a beaucoup de personnes qui interviennent et qui ont cette sensibilité-là au message. Et je crois qu'on se dirige vers une façon d'être qui est plus à l'écoute et attentif à non seulement tout ce qui est matériel, mais aussi tout ce qui est difficilement percevable, tout simplement parce qu'on a perdu l'habitude ou la capacité ou qu'on a oublié qu'on avait cette faculté-là, d'entendre les messages de la nature, mais les messages qui sont... J'hésite à prendre certains termes parce que je sais qu'il y a eu, sur le plan scientifique, toute une propagande scientifique nous disant de ne pas croire à l'âme, par exemple. Penser que ce qui nous arrive, qui est surprenant, c'est des hasards. C'est dans ces termes-là qu'on a parlé quand on est quand on fait de la science. Et pourtant, je pense qu'on a toutes les raisons du monde en ce moment pour s'intéresser de nouveau à ce qui a été mis de côté par la science. D'ailleurs, on perd un peu, je dirais, la confiance dans la science quand à la télé, on en parle tellement. Et pour des scientifiques, quand on entend ça à la télé, on sait bien que ce n'est pas de la science, là. C'est tellement pas scientifique de présenter les choses comme ce l'est là, présentement. Donc, je reviens à cette dame-là qui nous transmettait un message dans lequel elle disait, vous savez, on a tous été endormis, c'est le terme qu'elle utilisait un jour. On a tous vécu un moment où ce qu'on sait maintenant, on ne le savait pas. Et qu'on était les premiers à réagir en disant, ben voyons donc. Si c'était vrai ce que tu racontes, on le saurait. Hein? Moi, j'ai été comme ça, à ne pas croire et à trouver flyés ceux qui me racontaient des choses qui me paraissaient trop surprenantes. On a tous été endormis, dit-elle, puis on l'a oublié. Et c'est important de nous le rappeler pour pouvoir être empathique, avoir de la compassion pour ceux qui ont suivi le narratif du gouvernement et se sont fait vacciner pour les mauvaises raisons. Et l'un des principaux ennemis d'une réconciliation, c'est nos interprétations qu'on fait à l'égard du comportement des autres. Ça, c'est moi qui le dis, là. Je vois les gens qui interprètent ce que les autres qui sont différents d'eux font en supposant qu'ils sont dans leur tête puis savent pourquoi ils font ça. On se trompe, on n'est pas dans la tête des autres. La plupart des gens font les choses qu'ils pensent bien. Et l'une des façons de retrouver la compassion, c'est en cessant d'interpréter. C'est tout simplement en observant les effets. Il y a eu une propagande, puis l'effet que ça a eu, c'était que les gens sont restés confinés, ont porté un masque, se sont fait vacciner. C'est l'effet. Pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a un phénomène de désirabilité sociale, de peur du jugement d'autrui.
Ah, c'est ça l'effet. Mais on peut sortir de l'effet puis revenir à ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Et quand je me pose la question, mais qu'est-ce qui fait que certains ont été conscients, on va dire, ou éveillés plutôt qu'endormis ou inconscients? Ce n'est pas important les mots, puis je pense qu'il faut vraiment arrêter même d'utiliser certains mots. Alors, qu'est-ce qui a fait ça? Je me demande si ce n'est pas quelque chose qui nous dépasse. Et j'en parle parce que je me suis intéressée, comme vous le savez peut-être, aux gens qui font des expériences de mort imminente et qui racontent, lorsqu'ils reviennent d'une mort clinique, qu'ils ont rencontré des êtres non matériels. Et ça laisse penser qu'il y a ce qu'on appelle l'âme et l'esprit qui agissent probablement en ce moment. J'ai écrit une phrase cette semaine que je vous partage. Ce qui se passe dans ma vie est trop extraordinaire pour ne pas croire à cette force qui me dépasse. Et ce qu'on appelle des hasards, c'est probablement cette force agissante qui crée ce qui est imprévu, parce que de mon point de vue, je suis surprise quand ça arrive, mais qui est peut-être prévu dans ma destinée. Et vous savez ce qu'on appelle les algorithmes sur Internet qui fait que plus on clique, par exemple en disant ben, j'aime ce que partage, par exemple, telle personne sur Facebook, ben, plus on reçoit des notifications de cette personne. Et je regardais ce qui circulait sur mon mur, c'est ça qu'on dit sur Facebook, là. Et je suis impressionnée de voir que c'est des personnes qui expriment beaucoup d'amour. Je vous partage quelques citations de certaines d'entre elles. Isabelle Le Siard qui cite Jeff Foster, qui dit « L'amour est la réponse. La question est sans importance. » Si vous saviez comment je suis d'accord avec ça, on a beau essayer d'interpréter, d'expliquer ce qui se passe. On va parfois se disputer parce qu'on n'a pas la même interprétation, la même explication. On va traiter les autres de non. On va supposer toutes sortes de choses. Mais ça, c'est sans importance parce que l'amour, c'est la réponse. Ce qui va nous sortir de ce mouvement qui nous aspire vers le bas, c'est des aspirations justement plus élevées, que sont l'amour, la bienveillance, le pardon. Une autre phrase de Ginette Vigneault. « La liberté est un chemin sans chemin. » Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, oui. À chaque fois que j'entends des théories très compliquées ou encore que je vois que quelqu'un me dit si tu veux être bien dans ta vie, tu dois respecter tel principe. Ou m'expliquer avec des termes, des règles, les comportements que je dois adopter, je décroche. Ça m'ennuie. J'ai le sentiment d'être sur un chemin sans chemin, avec une ouverture face à la vie qui m'apporte de bien belles choses. Ensuite, il y a Isabelle D'Amour qui a fait un long texte, mais je vous donne qu'un petit extrait qui dit ceci. « Je suis un enfant de l'univers, animé par la force intelligence, animé par une force intelligente que je ne comprends pas tout à fait. » Vous retrouvez-vous là-dedans? J'ai le sentiment d'être poussée par une force que je ne maîtrise pas, que je ne saisis pas et qui m'amène à faire ces vidéos. Je ne suis pas mue par quelque chose de l'ordre de
égocentrisme. C'est vraiment pas ça. Je suis vraiment surprise par ce que je fais. Et peut-être l'êtes-vous aussi. Alors, ça me rejoint beaucoup de dire que je ne comprends pas cette force-là qui m'amène à me sentir comme tout simplement un enfant de l'univers qui agit. Ça m'apparaît tout simple en même temps. Tu sais, c'est comme si on s'ouvre à la grande complexité de ce qui se passe et peut-être le plaisir même de mieux comprendre ce qui se passe. Puis en même temps, j'ai le sentiment que la réponse est dans la simplicité. J'entendais des gens parler du libre arbitre dernièrement en disant que ça demandait un effort et une volonté. Puis tu sais, ils pesaient sur leurs mots, puis j'avais tellement l'impression que ce n'était pas ça. Ce que je fais quand j'écoute quelqu'un ou quand je regarde un reportage, c'est que je reviens vers mon cœur et je regarde, est-ce que mon cœur est ouvert à ce que j'entends ou fermé? Et quand c'est ouvert, ça me dit que cette information-là fit avec là où je suis rendue dans ma vie et m'aide à grandir. Quand ça ne fit pas, c'est soit que c'est rendu trop loin pour moi ou c'est dépassé. Et j'ai l'impression que ce processus-là est tout à fait naturel. Ce n'est pas un effort. Et c'est le contraire. Dans ce qui s'en vient, mon impression, c'est que l'une des premières choses qu'on a à faire, qui est toute simple, c'est de réduire nos besoins. En fait, ce qu'on appelle nos besoins, qui sont des désirs devenus des besoins. Puis là, encore une fois, ces mots-là, vous savez, quand on se retrouve à se chicaner sur un mot, je trouve ça tellement pas nécessaire. Alors, il y a des gens qui vont parler de désir, d'autres de besoin. Mais nécessairement, si on veut sortir d'une société matérialiste, une des premières choses très simples à faire, c'est réduire nos besoins. C'est de réaliser qu'on a déjà, beaucoup de choses qu'on peut partager avec d'autres, qu'on peut réparer, recycler, et qu'au-delà de tout ce qu'on possède comme chose, comme bien matériel, ce qui nous apporte du bonheur, c'est complètement différent. Le matérialisme nous apporte un bonheur qui est très éphémère. Aussitôt qu'il est répondu, peu de temps après, on éprouve un nouveau besoin matériel. Tandis que ce qui nous rend heureux, c'est autre chose. Je pourrais vous demander, qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est de voir quelqu'un sourire, c'est un bien-être dans la nature, c'est le partage. Vous pouvez répondre si vous voulez, là. Mais c'est rarement d'acheter une nouvelle voiture. En tout cas, si c'est ça, oui, ça peut être ça, mais temporairement, momentanément. Alors, le grand défi de l'époque qu'on traverse, c'est de sortir du monde matérialiste et de réaliser qu'est-ce qu'est notre bonheur pour vrai. C'est aussi d'aimer l'autre qui est là où nous étions il n'y a pas si longtemps. Dans cette réconciliation, cette retrouvaille que j'espère qui va advenir, je suis certaine. Pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre nous, il va y avoir des retrouvailles, une réconciliation du pardon. Parce qu'on saura, nous, les premiers, les gens qui sont non vaccinés, reconnaître que d'autres ont été là où nous étions il n'y a pas si longtemps. Réalisons que l'autre, qui est un humain, il grandit un peu comme une plante grandit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer dessus, on risque de la briser. Le mieux qu'on peut faire, c'est lui donner ce dont elle a besoin, cette plante. Et c'est la même chose pour l'autre. Et pour savoir ce que l'autre a besoin, on peut lui demander, qu'as-tu besoin? Que puis-je t'offrir pour toi au moment, à ce moment-ci, là où tu es rendu dans ta vie? J'ai marqué aimer le vert. Pourquoi je parle du vert? C'est que en Suède, en ce moment, c'est peut-être la même chose pour vous au printemps, au Québec ou en France, en Europe. C'est tout vert. Les feuilles sont ouvertes. C'est un beau vert aussi.
Et je réalisais comment nous, les humains, on a enfermé la verdure, c'est-à-dire qu'on a fait pousser des plantes à l'intérieur, comme on a enfermé des animaux dans des cages ou avec des laisses. Puis je le dis avec sensibilité parce que je sais que c'est beau des plantes dans la maison, comme on peut aimer sincèrement un animal de compagnie. Mais les animaux et les plantes sont nés pour être libres. Et le jour où on comprendra ça comme humain, comme humanité, je crois qu'on sera rendu ailleurs. Et j'ai envie justement de vous partager ce sentiment que j'ai et que vous avez peut-être, d'être ailleurs. C'est le mot qui me vient. Je n'arrive pas à trouver un autre mot pour expliquer là où je suis en ce moment. Puis je ne veux pas dire ailleurs pour parler de la Suède. C'est vraiment, j'ai l'impression de ne plus être dans ce système matérialiste. Et ce n'est pas que j'en profite pas encore. J'ai une voiture, je prends du diesel qui coûte très cher. Je me nourris dans des commerces. Mais j'ai vraiment l'impression de voir les choses d'un autre point de vue. Et c'est peut-être la même chose pour vous. Et quand je parle de cette force qui me pousse à agir, à faire ces vidéos, c'est le sentiment que mon rôle est de nous aider à traverser une période de transition vers un encore plus grand ailleurs, encore plus présent ailleurs, qui est ici sur Terre, là, mais autrement. Et l'impression que ce que je fais auprès de vous, vous me le redonnez, comme si on s'influençait mutuellement pour nous aider à grandir, à croître, peu importe le terme qu'on utilise, à devenir une meilleure personne, une meilleure humaine. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je termine en vous disant merci d'exister, merci d'être là avec moi. Et j'ai une grande sensibilité aujourd'hui aux gens qui sont vaccinés. Merci d'être là avec moi. Merci de me faire confiance et de m'aider à ouvrir mon cœur pour comprendre qu'il y a des gens qui ont été bernés par une influence sociale, politique, médiatique et qui maintenant se retrouvent avec une injection dans le corps et heureusement, j'espère pour ces personnes que c'était un placebo ou c'était quelque chose de pas très toxique. Mais je pense à ces personnes-là présentement et à nous aussi, les non-vaccinés, pour former ensemble un grand groupe d'humains, une humanité consciente, bienveillante. Je suis émue, puis l'émotion est bonne. Je vous en ai parlé souvent. Être émotif, c'est devenir ou redevenir vivant. Faisons la place à l'émotivité. Et c'est comme ça que je termine ma vidéo aujourd'hui en me disant merci, puis à bientôt.